Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Éric Woerth. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains de l'Oise, secrétaire général des Républicains en charge du projet, puis vous avez été ministre du Travail et des Affaires sociales. Et on reviendra évidemment sur toutes ces questions tout à l'heure avec Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonjour Gilles, qui sont ici à mes côtés pour vous interviewer. Éric Woerth, la loi du travail, Manuel Valls recule sur les points sensibles. Much ado about nothing, on dirait aux États-Unis, les candidats américains, c'est-à-dire beaucoup de bruit pour rien. La CGT, FO, l'UNEF, toujours remonté. CFDT, CFTC, FAGE, satisfait. Décidément, c'est difficile de réformer la France. Vous avez vous-même été ministre du Travail et des Affaires sociales, je rappelais tout à l'heure, vous avez connu les manifestations. C'est vraiment si difficile que ça pour tous les pouvoirs? J'ai connu des manifestations bien plus importantes. C'était au moment de la réforme des retraites, c'était des millions de gens dans la rue. Les jeunes d'ailleurs avaient essayé de venir s'immiscer dans cela, mais j'étais finalement relativement peu concerné, en tout cas à des années-lumière de la vie d'aujourd'hui. Moi, je pense qu'on a bien tort d'écouter la rue, parce que la rue, elle dit pas exactement ce que pensent les Français. Et puis il y a un jeu qui se crée entre les médias. Une posture, comme on dit. Une posture, oui. Je pense qu'il faut faire ce qu'on doit faire. Et c'est évidemment tout à fait possible de réformer, mais pas comme ça. Pas avec cette méthode qui est d'ailleurs justement l'anti-méthode. Il n'y a pas de méthode où on annonce tout d'un coup une réforme qui va prendre à rebrousse-poil une majorité, ça a été le cas, on menace du 49-3, et puis on dit, voilà, circuler, il n'y a plus rien à voir. Il n'y a pas eu de discussion auparavant. Il faut par principe toujours discuter avant, même si on n'arrive pas à se mettre d'accord d'ailleurs. Le dernier mot doit en venir à la démocratie politique et pas à la démocratie sociale. Mais là, il y a tout faux sur la méthode, et puis finalement tout faux sur le projet en lui-même. Gilles Leclerc. Quand on arrive à un compromis, est-ce que c'est pas comme ça finalement en France que toute réforme, depuis des années, droite et gauche comprises, qu'on arrive à avancer pas à pas? Vous êtes plutôt pour le grand soir, pour les réformes? Non, je suis ni pour le grand soir, je suis pas pour la violence, je suis pour l'écoute. Mais il y a un moment donné, les politiques, on peut en dire ce qu'on en veut, mais en tout cas, ils sont chargés de défendre l'intérêt général. Ils sont élus par la population. C'est eux donc qui doivent décider en dernier ressort, après avoir évidemment dialogué, écouté, voire négocier. Tout ce que je sais, c'est que quand on dit d'un projet qu'il est équilibré, ça s'annonce mal. Parce qu'un projet équilibré, c'est plus rien. C'est comme l'eau tiède. Ça s'annonce vraiment très mal. Et donc, là, c'est ceux qui le disent. Comme le terme de compromis est un mauvais terme, on peut pas. La France n'est pas un compromis. On doit pouvoir réformer notre pays en faisant ce qu'on doit faire et pas ce qu'on doit faire à moitié, à un quart ou aux deux tiers. Donc vous ne voterez pas ce texte, pour être tout à fait clair. Écoutez, on avait été plutôt clair, on a été nombreux à s'exprimer, moi-même et beaucoup d'autres, pour dire que on était favorable, que ça allait dans le bon sens, comme on dit en général. Ça voulait dire qu'il y avait une vraie avancée dans le projet de loi déposé sous le nom de Madame El Khomri. Mais en même temps, aujourd'hui, il y a un recul net. On ne va pas quand même voter pour un recul à partir d'un texte qui lui-même n'allait pas suffisamment loin. Donc il faut, on verra. On ne s'est pas réunis. Il y a des réunions de groupe ce matin. Il y en aura d'autres au moment du texte, parce que le texte, il est toujours pas déposé entre nous. Oui, puis on parle d'un texte qui n'existe toujours pas. Il repart au Conseil d'État, après il ira au Conseil constitutionnel. Quand on voit ce qu'a donné la déchéance de nationalité, on peut se poser quand même des questions. Puis après, il y aura le débat au Parlement, il y aura des amendements certainement des uns et des autres. Nous déposerons beaucoup d'amendements pour en faire un vrai texte de réforme du Code du travail. J'imagine que la gauche tentera encore de dévitaliser ce texte, nous verrons bien, mais je pense que l'idée n'est évidemment pas à ce moment-là de le soutenir. Véronique Jacquier. Un mot de la méthode encore, vous avez dit pas de méthode parce que pas d'explication en amont. Là, on voit quand même un gouvernement qui a essayé de faire son travail avec des négociations avec les syndicats. C'est pas la bonne méthode avec les syndicats, on a l'impression que c'est eux qui décident? Aujourd'hui, c'est pas le projet de loi El Khomri, c'est le projet de loi Berger, c'est le projet de loi de la CFDT. En fait, ils ont pris l'ensemble des mesures de la CFDT jusqu'où ils pouvaient aller pour obtenir l'accord de la CFDT, sous prétexte qu'il y a un syndicat qui est plus réformiste que les autres. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, réformiste. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut voter des mesures qui aujourd'hui permettent d'endiguer cette montée inexorable, ou ce niveau extrêmement élevé du chômage. Et ça ne se fait pas avec uniquement des bonnes intentions. Ça se fait avec des bonnes intentions, mais surtout beaucoup d'efficacité. Et tous les pays
pays qui ont bien réussi dans ce domaine-là, on peut regarder quand même ce qui marche à l'extérieur, c'est pas plus idiot qu'autre chose, ont réformé profondément leur marché du travail. Et le Code du travail français, il est extraordinairement rigide. Il défend beaucoup les salariés et à force de beaucoup les défendre, il les défend plus du tout. Mais au départ, vous souteniez, vous, la droite, le projet de loi El Khomri. Donc, qu'est-ce qu'il en reste pour vous? Qu'est-ce qu'il y a de bien? Qu'est-ce qui trouve grâce à vos yeux dans les modifications apportées hier? Le compte personnel d'activité, c'est plutôt une bonne idée. Oui, ça dépend ce qu'on met dedans aussi. Moi, je suis assez favorable à l'idée d'un compte sur lequel on engrange un certain nombre de droits. Attention aussi au moment de l'embauche. Quand vous avez beaucoup de droits à congé ou à RTT, s'ils sont à l'intérieur du compte d'activité, je ne suis pas sûr qu'on vous embauche. Donc il y a aussi attention aux coups de bâton à revers, les trucs auxquels on n'a pas pensé. Donc, mais pourquoi pas avoir un compte dans lequel on ait ses droits à la formation et d'autres choses. On voit que ce n'est pas toujours très clair. Parce que quand quelqu'un parle du compte personnel d'activité, les syndicats disent que c'est à peu près ça, le gouvernement dit que c'est ça, les experts disent une troisième chose. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est stabilisé aujourd'hui. Deux questions quand même sur le fond. Par exemple, sur la barémisation, on emploie ce terme, sur les prud'hommes, vous dites qu'il faut effectivement un barème, faut pas laisser aux juges des prud'hommes. Il faut un barème parce qu'on est sur de l'extra-légal. Donc vous avez déjà des indemnités légales. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir en plus de l'extra-légal? Si vous ne le barémisez pas, c'est-à-dire si vous ne le fixez pas à l'avance dans un cadre, à ce moment-là, c'est l'incertitude totale pour les entreprises. Et qui dit incertitude dit pas d'embauche. On ne peut pas, dans un monde aussi compliqué, créer une incertitude sur tout. Une incertitude financière, une incertitude sur ses clients, sur les marchés, sur le monde entier, puis en même temps une incertitude sur le code du travail. Quelle serait à vos yeux la bonne définition du licenciement économique? Parce que vous travaillez sur le programme. Est-ce que, par exemple, sur cette réforme du code du travail, est-ce que vous allez vous y pencher et d'une façon assez précise? Oui, on l'a déjà fait, pour tout vous dire. On a fait des propositions au titre des Républicains dès le mois d'octobre. On a par exemple indiqué qu'en ce qui concernait le licenciement, on n'est pas dans le licenciement pour faute grave, on est dans le licenciement économique. C'est notamment, par exemple, sur la réorganisation de l'entreprise. Une entreprise peut se réorganiser et à ce moment-là avoir moins besoin d'un certain nombre de ses collaborateurs. Ils sont eux-mêmes protégés par des textes qui donnent un certain nombre de droits, mais en même temps, l'entreprise, elle a besoin d'un peu de souplesse. Si elle n'a pas besoin de souplesse, j'aurais pas le prix de Nobel de l'économie en disant ça, c'est le bon sens. Si elle n'a pas un peu de souplesse, finalement, elle prend la souplesse au départ, c'est-à-dire elle n'embauche pas. On connaît plein de chefs d'entreprise, ou de petits commerces d'ailleurs, ou d'artisans, qui ont besoin d'avoir un salarié ou deux salariés de plus. Ils ne veulent pas parce que c'est trop compliqué, surtout parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir s'en séparer. Véronique Jacquier. Mais en cas d'alternance en 2017, qu'est-ce que vous faites? Vous dynamitez le Code du travail tel qu'il est? Vous repartez sur les bases telles qu'elles sont présentées? Vous le réécrivez complètement? Je pense qu'on se trompe complètement quand j'entends des jeunes parler de précarité. Mon opinion est qu'ils se trompent totalement. La précarité, c'est pas le Code du travail qui crée la précarité. Enfin, c'est pas la réforme du Code du travail qui crée la précarité. C'est le Code du travail actuel et puis le manque de croissance. Mais c'est aussi le Code du travail actuel. Et c'est bien ceux qui sont dans la précarité et notamment ceux qui sont pas qualifiés qui en souffrent le plus parce qu'ils ont déjà du mal à rentrer dans le travail. Et puis après, mais vous qui êtes en charge du travail, vous réécrivez complètement le Code du travail? Bien sûr, il faut un certain nombre de règles qui s'imposent à tous, la discrimination, des choses comme ça. Pas les règles de M. Badinter qu'on a mis comme ça un peu au-dessus et qui seront un terrain de jeu extraordinaire pour le juge. C'est-à-dire le contraire de ce que voulaient les chefs d'entreprise, voulant un univers à peu près prévisible. Et puis de l'autre, il faut revoir le contrat. Il faut qu'il y ait un contrat qui puisse indiquer les motifs de licenciement à l'intérieur du contrat et que ces motifs de licenciement soient plus larges que les simples motifs économiques, souvent interprétés par le juge. Il y a quelques avancées encore dans la loi El Khomri là-dessus qui ont été conservées. Moi, je vous le dis, elles ont été conservées. Il faudra vérifier ce qu'on appelle abus, au fond, de situation et d'analyse sur le plan économique d'un groupe. Quand vous êtes dans un groupe, au fond, s'il y a une boîte qui va mal, on regarde comment vont les autres. Bon, là-dessus, la loi El Khomri, elle est relativement loin. Aujourd'hui, le gouvernement revient un peu en arrière, on verra ce qu'il en est. Mais en tout cas, il faut rendre un peu plus prévisible l'avenir. Quand vous rendez un tout petit peu plus prévisible ou borné l'avenir, alors à ce moment-là, vous avez une incitation à l'embauche et à l'emploi. Et c'est bien ce qu'on doit avoir. On doit avoir un code du travail et pas un code du chômage. Est-ce Certainement, oui, certainement. On a fait en fait les accords, la négociation, la séparation consensuelle dans une convention, les accords voilà, j'ai plus le nom en tête. Ça va me revenir, nos auditeurs l'ont. Et c'était une bonne chose. Et c'était demandé à la fois par les patrons et à la fois aussi par
par les salariés qui pouvaient partir plus facilement. Mais ce qu'on a fait beaucoup, c'est d'autres choses. On a fait la réforme des retraites, et puis il y avait la crise. Entre nous, avec la crise, c'est très difficile de faire ça à chaud. C'est-à-dire à un moment donné où plus personne ne sait très bien où on va, c'est compliqué. Comme dans une opération chirurgicale, on essaie d'un peu d'apaiser avant et à un an d'une d'une présidentielle. Et un an des présidentielles, ça c'était la réforme des retraites. Auparavant, il y a eu 2 ans et demi, 3 ans de gestion de crise absolue. Mais au fond, la plupart en tout cas à droite, on est d'accord sur la réforme du code du travail, sur ce qu'on est capable de mettre à l'intérieur, et simplement parce que d'autres pays l'ont fait, et ils l'ont fait plutôt bien. Les Allemands, même les Italiens, M. Renzi, les Anglais, dans des systèmes politiques très très différents. On voit bien qu'il faut de la flexibilité, il faut des droits pour les salariés. Qui peut penser qu'en France, il n'y ait pas de droits pour les salariés? Il faut des droits solides pour les salariés, mais il ne faut pas que ces droits entravent la notion d'embauche. Tout ce qui peut favoriser l'embauche doit être fait. Tout ce qui permet de lutter contre les 6 millions de chômeurs doit permettre on doit le faire. Dernière question sur le sujet. Sur la méthode. On voit que c'est extrêmement difficile quand même dans notre pays de faire passer ce genre de réforme. Ça veut dire que si demain vous revenez aux affaires, entre guillemets, il faudra procéder par ordonnance. Ça ne pourrait se faire, par exemple, cette réforme-là, qu'après une victoire de la présidentielle et législative, avec des ordonnances. Et en plein été. Ordonnance, ça me semble relativement secondaire, la méthode ordonnance ou loi. Qu'importe. Il faut le faire vite, c'est ça. C'est vraiment pas l'essentiel du sujet. L'essentiel du sujet, c'est sur le fond. Il faut le faire vite. Donc il faut l'avoir préparé avant. Et il faut surtout l'avoir dit pendant l'élection présidentielle. Nicolas Sarkozy dit à juste titre qu'il faut tout dire avant pour tout faire après. Si vous dites pas tout avant, alors à ce moment-là, vous vous retrouvez dans un conflit comme celui qui est le nôtre aujourd'hui et qui bloque la société française. Pour débloquer la société française, il faut dire ce qu'on va faire. Et puis après, il faut le faire le plus vite possible. Il faut agir vite et il faut agir fort. Éric Woerth, primaire de la droite et du centre, on change de thème. Il y a beaucoup de candidats, 10 aujourd'hui. Vous souhaitez qu'il en reste combien à l'arrivée, officiellement soutenus par les parlementaires? Moi, je souhaite rien. Je souhaite qu'il y ait des candidats à l'élection primaire. Et puis, il y a des règles de sélection, un processus de sélection des signatures de parlementaires et d'élus locaux, ce qui est assez normal. Il ne faut pas oublier que là, c'est pas juste, je viens sur un plateau télé, je fais un TF1 le dimanche soir, ou un France 2, ou un Public Sénat. Vous pensez à une femme, vous avez des idées? À un moment donné, non, mais ils font tous la même chose. Donc, il y a un moment donné, il faut aussi respecter un certain nombre de principes. C'est juste pas n'importe quoi d'être candidat à l'élection présidentielle. C'est pas n'importe quoi. Ça veut dire qu'on a des choses à dire à son pays, qu'on a l'expérience pour les dire. Qu'on a parfois aussi un peu la nouveauté, pourquoi pas, mais il faut surtout qu'il y ait un processus qui permette de sélectionner des candidats. Et ce processus, il existe. Donc voilà, les meilleurs seront Vous les appelez encore les primaires de la droite et du centre? Parce que moi j'ai compté au moins 3 formes de centrisme. Il y a plusieurs formes de centrisme, sûrement, mais il y a toujours, c'est le principe du centre. Donc vous les appelez toujours les primaires de la droite et du centre? Oui, de la droite et du centre. Il faut que le centre soit là. Il faut que le centre soit candidat à la primaire. Il faut que les électeurs du centre viennent voter. Ce qui est très difficile, c'est que les électeurs viennent quand les candidats ne sont pas là, parce qu'à ce moment-là, si les candidats par contre viennent au premier tour de l'élection présidentielle, c'est raté. Le premier tour de l'élection présidentielle n'est plus les premiers tours qu'on a connus aux précédentes élections. Donc c'est la primaire. C'est la primaire. Notamment parce que le Front National est très élevé. Donc si vous voulez être assuré d'être sélectionné au deuxième tour de l'élection présidentielle, il vaut mieux avant sélectionner son candidat. Et les primaires, c'est une bonne manière de le faire. Véronique Jacquier. Que pensez-vous de la méthode pour les investitures pour les législatives chez les Républicains? Les candidats de consensus vont être investis en juin, donc c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Et puis, les candidats sur lesquels il y a des problèmes, ça va être traité après les primaires. Donc, il y aurait entre 50 et 75 circonscriptions où on va, entre guillemets, passez-moi l'expression, mais s'écharper, peut-être entre juppéistes, sarkozystes, etc. C'est pas une côte mal taillée? Non, enfin, c'est pas exactement ça. Je ne sais pas s'il y en a 50, 60, 20 ou 10. Personne ne le sait en réalité. Ce qu'il faut, c'est que le parti Les Républicains, il est un projet. Même avec des primaires, parce que le projet, c'est la référence. Il n'y a pas de parti politique sans grand projet. Les primaires ne doivent pas dominer sur le parti politique. Et puis le deuxième point, il faut des candidats à l'élection législative. Au mois de juin, les comptes de campagne commencent à tourner. C'est logique d'investir. Et tout le monde l'a toujours voulu. Investir le plus tôt possible nos candidats pour les préparer. Le Front National les investit en ce moment. Donc on doit évidemment le faire.
quand il y a des problèmes, on peut les remettre, mais la grande majorité de nos Et ça, candidats c'est au patron doivent du être parti de le investis. faire. Non, c'est à la Commission nationale d'investiture, c'est-à-dire qui est composée de tout le monde. Ça n'avantage personne. Quelle drôle d'idée. Et puis de toute façon, si on les investissait qu'au mois de janvier, au mois de février, quelle drôle d'idée de penser que le candidat désigné par la primaire n'investirait que des personnes qui lui sont totalement affidées. Tout le monde lui sera affidé. C'est le principe même de la primaire. On sera tous derrière le Peut-être candidat que qui aura gagné certains la seront primaire. Ou la derrière lui candidate. à contre-cœur. Pardon, D'ailleurs. dernière question très rapide, Gilles Leclerc. Éric Woerth, quels enseignements vous tirez des 3 législatives partielles? On voit la gauche vraiment en très mauvais état. Pour la démocratie, si ce schéma se reproduisait pour les prochaines législatives, est-ce que ça pose pas quand même un problème? C'est-à-dire que si la droite se retrouve face au Front National, est-ce que c'est un bon signal donné par exemple à nos voisins? Le principe, c'est la démocratie. Aujourd'hui, les Français jugent de nos résultats. Les résultats de la gauche sont absolument désastreux. Nous, on essaye de retrouver en crédibilité. Il n'y a pas de combat idéologique. C'est sain pour la démocratie? Oui, la démocratie, c'est un truc assez simple. Il faut être efficace et convaincre les peuples qu'on mérite leur confiance. Éric Woerth, Nord-Pas-de-Calais, Picardie va changer de nom et va s'appeler les Hauts-de-France, on le sait maintenant. Est-ce que vous aimez cette appellation d'abord? Moi, je suis assez réticent sur tous les changements de nom qu'on voit ici ou là. J'étais en Alsace hier, c'était l'émeute sur le nom. Moi, j'aurais conservé les noms Nord-Pas-de-Calais, Picardie, ça Que m'allait bien. pensez-vous de la méthode Non, Bertrand pourquoi pas. d'ailleurs? Xavier est un bon président de région. De toute façon, c'est quelqu'un qui est convaincant et convaincu. Il essaye de. Il est bon sur la méthode en général, mais il n'a été pas très bon sur le nom. Pour moi, c'est quelque chose d'accessoire. Voilà, enfin, c'est le choix de la majorité au Conseil régional. Je m'y plierais évidemment. Moi, j'aurais pas donné ce nom-là, mais après. Vous aviez ça a une un peu idée d'importance. personnelle, une idée Non, mais Nord-Pas-de-Calais, Picardie, ça m'allait bien, pour tout vous dire. Pas compliqué, ça crée pas de polémique, ça ressemble pas à une marque commerciale. Donc tout va bien, ça donne de la grandeur au fond à des territoires qui ont leur origine. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on fait, et ce que fera Xavier et sa majorité. Là-dessus, j'ai aucun doute de l'efficacité. Merci Éric Woerth d'avoir été notre invité ce matin. Vous êtes donc l'ancien ministre du Travail et des Affaires sociales et on l'a bien vu. On passe à l'analyse de l'actualité avec les éditorialistes dans un instant. Bonjour Denis Jeanbart, bonjour Yves Tréhard. Denis Jeanbart, vous êtes Cyril, ici. bonjour. Denis, bonjour. Voilà, Denis Jeanbart pour représenter Nice Matin, Yves Tréhard pour représenter Le Figaro. Alors on a vu, effectivement, je le disais en quittant Éric Woerth il y a un instant, un ancien ministre du Travail et des Affaires sociales très concerné par le sujet. La première partie de la matinale a beaucoup concerné ça, avec de sa part des critiques évidemment sur la manière dont cette loi est arrivée dans le paysage. Et puis il explique que l'opposition travaille déjà aujourd'hui à de nouveaux textes. Denis Jeanbart. Attendez, ça serait grave. Non, ce qu'on reproche, d'ailleurs pas uniquement au gouvernement actuel, c'est qu'à toutes les alternances, on a l'impression qu'il y a une impréparation à chaque fois par rapport à une réalité qui existe, des problèmes qui sont lourds en France, puisque je crois que quand même la France souffre d'un immobilisme certain depuis de très très nombreuses années. Regardez, le chômage de masse existe depuis 40 ans en France. Depuis 40 ans, on n'a pas su, c'est pas qu'on n'ait pas voulu, c'est qu'on n'a pas su s'attaquer au chômage et qu'il faut vraiment s'attaquer à ce sujet. D'où d'ailleurs ce pré-projet de loi, parce que tout le monde dit, mais ce pré-projet de loi, ça y est, on a trouvé le compromis, mais on n'a rien trouvé du tout. Attendez, le texte n'est même pas passé devant le Conseil des ministres. Il y a encore des manifs, en veux-tu, en voilà. Il va y avoir la moulinette parlementaire qui va vous remettre tout ça. Enfin, si on n'est pas arrivé à bon port. On n'est Bah, pas arrivé à bon port, Denis Jeanbart. On est loin d'être arrivé à bon port, et puis surtout, on a là quand même sérieusement revu le texte. La question, c'est, en fait, la vraie question, recul par recul, c'est pas très important, c'est de savoir si ce texte, à l'arrivée, sera réellement efficace ou pas. Et on a déjà quand même une idée. C'est pour ça que la position de M. Gattaz est ambiguë. Pour les très grandes entreprises, celles du CAC 40, elles sortent plutôt satisfaites parce que la redéfinition du licenciement économique tel qu'il était prévu dans le premier texte, c'est-à-dire 4 trimestres de baisse de chiffre d'affaires, etc., etc. Un peu sauvegardé. Ça c'est sauvegardé. On pourra licencier en tenant compte que de la situation française. En revanche, pour les TPE, PME, c'est un vrai sujet. Ce sont les grandes perdantes des discussions d'hier et du nouveau projet. Or on sait bien
que vous ce alliez sont me l'enlever, que les c'est là plus qu'il y gros a employeurs. des réserves. C'est difficile de réformer la France. Il avait l'air de concéder ça, Éric Woerth. Je voulais de bah, dire oui, évidemment. ça l'est, Mais pour tous les pouvoirs. Il s'y est heurté lui-même. Attendez, je vous rappelle quand même qu'il a conduit la réforme des retraites. Il l'a dit lui-même. Il a réussi, c'était un Il y succès. a eu 9 week-ends de manifestations. Mais il y avait eu des manifestations intenses. En plus, c'était à une époque où Éric Woerth était, souvenez-vous, dans des problèmes judiciaires peu agréables. Dont il s'est sorti. Donc il s'est sorti, évidemment. Mais c'est compliqué de réformer la France. Qui va le nier? Simplement, il y a un débat qui surgit à la faveur, d'ailleurs, des primaires, puisque de la primaire à droite, parce que chacun va aussi s'employer à raconter sa méthode. Est-ce qu'il faut réformer par ordonnance? Jean-François Copé le dit. Est-ce qu'il faut que les textes de loi des réformes soient prêts? C'est ce que veut faire Alain Juppé. Et visiblement Éric Woerth. Et Éric Woerth sans doute. Enfin, vous voyez, moi je crois que il y a une chose, je ne sais pas si c'est une vérité, mais qui se dit, c'est que il faut réformer dans les 3 premiers mois. Oui, non, mais les les 100 grosses jours. réformes, il faut les porter. Surtout que le temps politique a été modifié par l'arrivée du quinquennat. Et c'est vrai qu'il faut agir très vite, donc il faut être très préparé en amont, et donc il ne faut pas faire des promesses qu'on ne peut pas tenir. Il faut être efficace. C'est possible en campagne rapide. électorale présidentielle. Ben, écoutez, il serait peut-être temps qu'on arrive à la maturité politique et qu'on fasse des campagnes sincères et de vérité. Je crois que Hollande a tué le temps des promesses, parce que finalement, la politique qu'il mène là, et qui est pas convertie en action, c'est tout le contraire de ce qu'il a dit pendant sa campagne électorale. C'est pas le premier. On passe aux primaires, hein, si vous voulez bien, deuxième thème de cette matinale. Alors, combien en restera-t-il à l'arrivée? Il y en a 10 aujourd'hui. Il y en aura 2 au second tour. Et alors, surtout, le problème des centristes. On l'appelle toujours la primaire de la droite et du centre. Or, il y a on aura une décision dimanche, puisque les centristes ont l'air de ne pas vouloir participer. Ça va changer la physionomie. Une décision parmi d'autres. Une décision parmi d'autres, mais c'est quand même l'UDI. C'est le principal. Ça va changer la physionomie. La physionomie va être changée. Mais écoutez, moi je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle pour Alain Juppé, parce que si les centristes étaient allés voter en masse, en tout cas à cette primaire, évidemment on pouvait imaginer, compte tenu du positionnement qu'a choisi Alain Juppé, que ces voix se porteraient sur Juppé. Si elles se retirent, ces voix-là, ou si elles ne se déplacent pas massivement, eh bien ça sera une perte de terrain pour Alain Juppé. Il faisait très rare, Alain Juppé était le candidat des centristes? Oui, enfin c'est ce qu'on dit. C'est le candidat de Bayrou. Le candidat qui est le plus, je dirais, effectivement acceptable par les centristes. C'est surtout son positionnement. C'est pas évident que les centristes, parce que les centristes, c'est énormément de Français finalement. Est-ce que ces centristes suivent le mot d'ordre de l'UDI, du Nouveau Centre et tout? Oui, j'en doute. C'est 23 000 adhérents, oui, l'UDI. C'est quand même pas grand-chose, vous voyez. Alors là, il y a combien de divisions? C'est énorme le 20 mars. Là, ça va être terrible. Paris va être afflué à 100, porte de Versailles, autour de ce qui va se passer à l'UDI. Non, je crois qu'il faut raisonnablement penser que les électeurs font ce qu'ils veulent. Première chose. Et deuxième chose, l'UDI est elle-même divisée. Parce que est-ce que M. Morin et M. Lagarde, qui est le président de l'UDI, sont sur la même longueur d'onde? C'est pas évident. Troisième thème, on ne l'a pas abordé avec Éric Woerth, mais je voulais vous poser une question à ce sujet. C'est 110 signataires qui lancent un appel ce matin pour réduire l'inflation des prix pratiqués par l'industrie pharmaceutique pour les médicaments contre le cancer. C'est un problème de société qui touche toutes les familles. Non, là, c'est un très grand débat qui a été ouvert par la ministre du Travail, puisqu'on sait que la sécurité sociale a des comptes déséquilibrés. On a fait un choix là qui est de ne plus rembourser aux hôpitaux les médicaments les plus innovants et les plus efficaces. On peut se demander si on n'aurait pas dû prendre les plus vieux médicaments, etc. Mais ça pose la question du prix des médicaments en France, qui est très souvent plus élevé et du modèle de notre système de santé. Oui, donc. mais quand même, pourquoi les médicaments sont plus chers en France qu'ailleurs? J'entendais ce matin le patron d'un grand oncologue français qui disait nous voyons maintenant sur ce type de traitement des patients qui vont se faire soigner à l'étranger. Parce que les médicaments... Alors que les étrangers venaient se faire soigner en France jusqu'à présent. Ce n'est pas une question de qualité de notre médecine, c'est une question de coût maintenant des médicaments en France. C'est un problème d'ailleurs qui est soulevé depuis assez longtemps. Alors, Le Figaro, la loi travail, marche arrière toute, c'est le titre du jour. Bah oui, quelle surprise. Le recul. Ça paraît pas très surprenant quand même. Hein. Ce qui est sûr, c'est que si vous voulez, il y a quand même des reculs. Et effectivement, je pense qu'il faut être sensible et c'est là-dessus qu'il faut travailler et qu'il faut débattre. Ce que disait Denis, c'est que ce sont les petites structures, les petites entreprises qui, elles, sont le cœur de l'économie française. PME.
et qui vont être handicapés finalement ou pas avantagés par cette loi. Et c'était quand même le but du jeu à l'origine. Sur Nice Matin, c'est une très locale, mais qui concerne aussi beaucoup les gens. Oui, la consommation, manger local. En réalité, ce manger local, ça rejoint tout le débat aujourd'hui sur le bio, les circuits courts, l'éthique, la traçabilité des produits. Voilà. Derrière, il y a un très 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 grand débat sur comment s'alimenter aujourd'hui, et ça mène aussi à la question de l'agriculture, qui est traitée d'ailleurs à Bruxelles, où M. Le Foll semble avoir marqué des points. Et ça amène aussi à la question de la santé, car si Absolument. on mange bien, on se porte mieux. Et Dieu sait si on mange bien à Nice. Merci Denis Jambard, Nice Matin, merci Yves Tréhard du Figaro. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale d'infos de Public Sénat et de Sud Radio. Bonne journée à tous, à demain.